Le Croissant Rouge qui annonce qu'une frappe israélienne a tué 5 personnes à Naplouse, dans un camp de réfugiés. Celui de Balata, c'est en Cisjordanie et non dans la bande de Gaza. Question, est-ce que la guerre est en train de se propager à la Cisjordanie? On va en parler avec notre invitée Myriam Benrahad. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes politologue, vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, professeur en relations internationales à l'Université internationale Schiller, c'est à Paris. On va parler de la Cisjordanie dans un instant, mais avant ça, vous l'avez entendu, ça se passe en ce moment même. Là, c'est à Gaza, l'hôpital Al-Shifa. Les forces israéliennes ont donné un ultimatum à tous ceux qui s'y trouvent. Il y aurait plus de 2400 civils. Vous avez moins d'une heure pour en partir, maintenant plus que quelques minutes. Pour quelles raisons la tension se cristallise à ce point sur cet hôpital, Myriam Benrahad? Alors, on peut discuter de la légitimité de cette concentration des opérations sur cet hôpital, parce que si vous me le demandez, je ne pense pas que cet hôpital soit le seul QG du Hamas, donc ça c'est une chose. Mais après, les Israéliens semblent être convaincus que l'hôpital Al-Shifa joue un rôle de premier plan dans... d'une part, les stocks d'armement du Hamas, la préparation d'un certain nombre d'opérations qui visent Israël depuis de longues années, et pas seulement, évidemment, la préparation de l'attaque du 7 octobre 2023. Il y a eu des découvertes, selon l'armée israélienne, qui vraiment semblent faire penser que cet endroit a joué un rôle de premier plan, encore une fois, dans l'organisation de cette guérilla islamiste contre Israël. On ne sait pas si dans cet hôpital, par ailleurs... se sont concentrées certaines fonctions plus politiques, mais on sait évidemment que les mouvements, ce type de mouvement insurgé, et ce n'est pas propre au cas de Gaza, se sert d'infrastructures telles que les hôpitaux pour également mettre en difficulté des opérations militaires de ce genre. Bon, donc aujourd'hui, on a une offensive israélienne qui vise toute la bande de Gaza, mais un accent médiatique mis sur le rôle de cet hôpital. Alors, je reviens tout de même au premier point. Je ne suis pas sûre néanmoins que les Israéliens vont trouver dans l'hôpital Al-Shifa ce qu'ils attendent, dans la mesure où ma conviction est plutôt que le mouvement Hamas, qui gouverne la bande de Gaza depuis de longues années, est présent dans l'ensemble de l'enclave, a sans doute d'autres cachettes qui sont plus stratégiques. On le verra au fur et à mesure des opérations. Mais il y a aussi peut-être un dernier point, cette volonté aujourd'hui de Tsahal de légitimer cette offensive, de montrer que les Israéliens n'interviennent pas sans raison, qu'il y a évidemment un risque réel envers Israël, mais aussi envers les civils palestiniens. Raison pour laquelle d'ailleurs l'armée israélienne s'est empressée de montrer des vidéos qui montraient des armes stockées dans cet hôpital. Quelques armes, serait-on tenté de dire. Et c'est la raison pour laquelle Israël a besoin d'en trouver beaucoup plus pour justifier son intervention dans les heures qui viennent. Retournons en Cisjordanie. Je le disais, le Croissant Rouge a annoncé cette nuit qu'une frappe israélienne avait touché 5 personnes sur un camp de réfugiés, celui de Balata, à Naplouse, en Cisjordanie. Pourquoi une frappe israélienne dans cette région-là? Je dirais qu'il y a concomitance des fronts, parce que c'est vrai qu'on est très fixé aujourd'hui sur la bande de Gaza, dans la mesure où le plus gros des opérations militaires se concentre sur cette zone qui est, comme je l'ai dit, gouvernée par le Hamas. Et si la cible de cette guerre est le Hamas, il n'est pas étonnant que les Israéliens concentrent leurs opérations à Gaza. Mais les échos depuis la bande de Gaza vers la Cisjordanie sont évidents. On l'a très bien vu dès les premières heures de l'action militaire lancée par les Israéliens contre Gaza, avec des échauffourées, un certain nombre d'affrontements entre Palestiniens, colons juifs et aussi l'armée israélienne, mais on peut étendre aussi à Jérusalem-Est. Donc on a deux fronts en réalité, qui ont toujours été d'ailleurs deux fronts très liés, la Cisjordanie, Gaza. Et je crains pour ma part le risque d'une troisième intifada en Cisjordanie, parce que les problématiques n'y sont pas les mêmes, mais on a une convergence aujourd'hui d'un certain nombre de factions, islamistes comme nationalistes, vers l'idée qu'il faut une résistance, comme ils l'appellent, historique à l'occupant israélien, à cette action militaire violente. Donc c'est très inquiétant, parce que ça pose aussi la question ensuite du niveau plus régional. Oui. Et on parle depuis un certain nombre de semaines d'une éventuelle contagion qui pourrait être bien plus grave
sur fond d'inaction ou d'impuissance de la communauté internationale. Oui, et faire encore davantage de victimes. Alors le camp qui a été visé par cette frappe, celui de Balata, il est administré manifestement par les Nations Unies. L'administration du camp dit que la frappe aérienne a touché un immeuble abritant un quartier général, non pas du Hamas, mais du Fatah, le parti qui est au pouvoir dans la Cisjordanie, celui qui tient le pouvoir à l'autorité palestinienne. Est-ce que ça signifie concrètement qu'il y a une convergence de tous les mouvements palestiniens contre Israël? Ça dépend de la perception, du point de vue depuis lequel on se place. Dans la perception israélienne, aujourd'hui, oui, tous les groupes palestiniens sont unis. C'est aussi la conséquence des déclarations de l'autorité palestinienne, qui, je le rappelle, qui sert peut-être de gestionnaire en Cisjordanie, dans les territoires occupés par Israël, mais qui n'est à aucun moment un allié d'Israël. Et puis évidemment les déclarations récentes, même avant l'attaque du 7 octobre 2023 du Fatah, ne va pas dans le sens d'un rapprochement avec les Israéliens et d'un quelconque processus de paix. On est plutôt sur une radicalisation, une convergence, comme je l'ai dit, entre mouvances islamistes et nationalistes, même si ces dernières se livrent des guerres fratricides. Et donc dans ce contexte, Israël pense, c'est la conviction en tout cas du gouvernement de Benjamin Netanyahou, qu'il faut une action déterminante pour éviter que cette contagion, encore une fois, prenne d'autres proportions, pour préserver la sécurité d'Israël. Après, la vraie question, c'est est-ce que cet objectif déclaré peut se réaliser à travers cette action militaire qui omet, je le rappelle, tout volet politique. On n'a aucune idée d'où on va sur le plan politique, c'est quand même très problématique. Oui, on semble être enfermé dans une escalade. Autre aspect qui est important et qui concerne cette fois-ci le front politique israélien, le chef de l'opposition, Monsieur Lapid, a demandé le départ immédiat de Benyamin Netanyahou. C'est inédit en temps de guerre. Oui, alors c'est inédit. Maintenant, ça révèle tout de même les fractures très profondes au sein de la société israélienne elle-même, au sein de la classe politique, parmi la population. On a vu ça bien avant le 7 octobre 2023, puisque le gouvernement de Benjamin Netanyahou incarne tout de même une tendance assez dure, qui depuis des années rejette la relance du processus de paix, qui est appelé de ses vœux par d'autres mouvances, d'autres forces israéliennes sur l'échiquier politique. Donc aujourd'hui, c'est le temps de la guerre. Cette guerre, elle passe au second plan, ces fractures israéliennes, mais je pense que dans l'après guerre, ou si cette offensive militaire s'enlise, c'est vraiment très dur aujourd'hui de le savoir, on va avoir des divisions, des clivages très très importants, très marqués en Israël. C'est ce qui est déjà quand même le cas, même si encore une fois c'est plutôt passé sous silence dans le temps qui est celui de l'offensive sur Gaza, et parce que la société israélienne est très traumatisée, évidemment, par ce qui s'est passé le 7 octobre. Exactement, lors du pogrom déclenché par les terroristes du Hamas. Merci beaucoup pour cet éclairage, Myriam Benrahad, politologue spécialiste du Moyen-Orient, professeur en relations internationales à l'Université internationale Schiller. Vous écoutez